Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Critérium du Dauphiné. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, les coureurs au top, les bonnets d'âne. Bien entendu également les différents classements et puis on parlera de l'étape de demain et du parcours. On devra avoir à peu près un parcours, c'est un parcours qui est similaire à la veille, mais qui conviendra peut-être beaucoup plus aux sprinteurs qui, je pense, ne seront pas à voir deux fois. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures, ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. On commence tout de suite avec cette étape, une étape qui a été assez calme en début de journée avec une échappée qui est partie très rapidement, une échappée avec Paul Ourselin et Pierre Thierry, le jeune coureur de l'équipe Arkea, échappée qui malheureusement n'aura jamais énormément d'avance, hein. Ça tournera autour des 2 minutes, 2 minutes 30 et puis assez vite l'échappée aura une avance qui sera en dessous des 2 minutes. La chute du Gotoumir au ravitaillement, dommage pour le Français qui va devoir abandonner sur cette première étape du Dauphiné. C'est toujours un petit peu triste hein, d'abandonner dès la première journée d'une course par étape. On arrive déjà à 75-70 km de l'arrivée. Le peloton est très nerveux. Le circuit est certes parfois sur des routes étroites, mais ce n'est pas non plus le circuit le plus dangereux de la Terre. Loin de là et le plus technique de l'univers autour de Montluçon. Mais le peloton est assez tendu. Et puis on passe une première fois sur la ligne d'arrivée et puis on va voir une attaque de notre ami Benelli du côté de l'AEF qui décide d'accélérer à une grosse quarantaine de kilomètres de l'arrivée, et ce qui fait que ça va un petit peu exciter tout le monde. On voit notamment Vingegaard, Pogačar réagir à cette accélération. Et puis l'échappée, on a un Fred White qui va réussir à s'échapper à ce moment-là, qui va revenir sur Pierre Thierry qui était tout seul car Paul Ourselin l'avait abandonné. L'écart va réaugmenter un petit peu, 20 à 30 secondes. On arrive au classement de la montagne, l'avant-dernier de la journée. Pierre Thierry passe en tête, puis ensuite laisse Fred White tout seul à l'avant avec une avance de 20-30 secondes, ce qui ne sera pas suffisant. Dans la dernière difficulté du jour, nous avons une attaque d'Axel Laurence, puis les EF également qui accélèrent, et enfin l'accélération de Jonas Vingegaard, et oui, le Danois qui décide d'accélérer avec Pogačar, et seulement Pogačar, Van Der Poel arrive à suivre dans un premier temps. Ils sont rattrapés ensuite par Remco Evenepoel et Santiago Buitrago. Ces 5 hommes qui vont avoir un petit peu d'avance. Derrière, le peloton qui a un peu du mal à s'organiser. Je pense que tout le monde attend que ce soit la Lidl qui fasse le travail, sauf que Milan est assez loin dans la file des coureurs. Et ce qui fait que on ne relaie pas au final les Lidl Trek, et je pense aussi parce que dans beaucoup d'équipes, on n'avait plus forcément beaucoup d'équipiers, car la dernière difficulté qui était dans les 10 derniers kilomètres a fait sauter énormément d'équipiers qui auraient pu rouler dans les dernières lignes droites pour revenir du côté de Montluçon. Ce qui fait qu'on arrive dans le dernier kilomètre, les hommes de tête ont toujours 5-6 secondes d'avance sur le peloton qui n'arrive pas à rentrer sur eux, et ça ne va pas véritablement se regarder car Van Der Poel va craquer et décide de rouler, et ensuite Pogačar et Vingegaard vont faire le sprint et vont faire 1 et 2, Pogačar s'imposant devant Jonas Vingegaard, et Van Der Poel prenant la 3e place. Il aura peut-être un petit peu de regret, Mathieu Van Der Poel, d'avoir craqué, peut-être un petit manque de confiance du côté du néerlandais, peut-être qu'il avait aussi besoin de se rassurer après un échec du côté de la Coupe du Monde de VTT, donc ça nous a donné ce final assez atypique avec un sprint massif remporté par Pogačar devant Jonas Vingegaard, ce qui est loin d'être habituel pour le coureur danois, et surtout c'est pas habituel de voir le coureur danois courir de cette manière.
Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top de cette journée. Alors déjà, je voudrais quand même signaler, c'est quand même surprenant cette première étape du Dauphiné quand on regarde ces dernières années, notamment depuis qu'on démarre le dimanche, le Dauphiné. On a souvent des étapes spectaculaires, hein, avec parfois des surprises sur ces premières journées de course du côté du Dauphiné. Certainement dû aussi maintenant aux coureurs qui, pour la plupart, ont fait Liège, voire certains n'ont pas fait Liège. Hein. Vingegaard, il n'avait pas couru depuis quelques temps quand même. Donc, tu sens qu'il y a une envie de remettre un dossard après cette longue période de pause, de stage, où tu es loin du public et peut-être que ça provoque des attaques un petit peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment le Dauphiné est devenu spectaculaire sur cette première étape. Ensuite, parfois, il va pas se passer grand-chose pendant le reste de la semaine, mais la première étape du Dauphiné ces dernières années est souvent spectaculaire, alors que parfois le parcours n'est pas toujours extrêmement technique, extrêmement difficile, mais les coureurs décident d'animer l'étape. Le premier coureur au top, c'est Pogačar aujourd'hui. Bah oui, parce que ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas lui l'animateur de la course. Il a même plutôt été discret. Son équipe a été très discrète. On les a plutôt vus à l'arrière même, hein. Tim Wellens et d'autres coureurs de sa formation ont été lâchés. Le seul moment où l'UAE a été offensif, c'est pour prendre la seconde de bonification avec Nils Politt, mais même à ce moment-là, la Visma était plutôt à l'attaque, notamment avec Matteo Jorgensen. Et c'est vrai que Pogačar, sur une course qui se déroule de sa manière-là, sur un parcours comme ça, il est quand même difficilement battable. Mais il s'est pas fait avoir aujourd'hui, malgré le fait, encore une fois, que son équipe a peut-être pas forcément été la meilleure. Et ça, il faudra faire attention, hein, sur le reste de la semaine. Parce que c'est vrai que du côté de la UAE, je dirais pas qu'il a été esselé, Pogačar, mais il n'y avait pas 8 coureurs autour, il n'y avait pas 7 coureurs autour de lui. Hein, voilà, il y a des mecs qui ont été lâchés assez vite autour de Tadej Pogačar. Mais ça reste quand même une très très belle étape. Je pense qu'il ne pensait pas prendre le maillot de leader aussi vite. Il ne pensait pas gagner une étape aussi vite. Ça va lui faire du bien, je sais pas, mais ça entretient sa confiance qu'il a depuis, depuis la saison dernière, hein, où il a une confiance. Je pense qu'il doit se sentir intouchable parce qu'il a les résultats qui vont avec. Mais ce qui est intéressant pour Pogačar aussi, ce qui va être bien, c'est que c'est une course où il n'avait jamais gagné. Il n'avait jamais remporté d'étape parce qu'il avait fait le Dauphiné, mais seulement en 2020. Parce qu'il avait tendance plutôt à se préparer sur le Tour de Slovénie, hein, ces dernières années, à courir un petit peu différemment. Il a rarement été sur le Tour de Suisse et sur le Dauphiné, au final, hein, sur les deux grandes courses du mois de juin. Et ça montre que le travail qu'il a fait en stage est plutôt pas mauvais. Par contre, il faudra voir comment il va tenir les 8 jours, parce qu'il est plutôt habitué, lui, à faire 4 jours d'affilée, 5 jours d'affilée, mais pas forcément 8 jours de course. Le Dauphiné, c'est long. C'est long déjà parce que ce début de course va être assez chargé en kilométrage. Il y a quand même aussi un petit peu de transfert à droite à gauche, parce que comme on passe dans pas mal de départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a toujours un petit peu de transfert. Il y a pas mal de kilométrage, sauf ce week-end, on va être sur des étapes qui vont plutôt être courtes et nerveuses aussi, parce que comme il va y avoir le départ des 24 heures du Mans et du sport sur France Télé, parce qu'eux ils n'auront pas le départ des 24 heures du Mans, mais ils auront le départ d'autres courses. Normalement, il y a des sortes de règles, entre les différents événements, et ce qui fait que le Dauphiné, depuis des années, essaye de finir l'étape du samedi avant le départ des 24 heures du Mans. Comme l'étape du dimanche, on essaye que le Dauphiné se termine après l'arrivée des 24 heures du Mans, parce qu'on sait que les 24 heures du Mans vont un peu monopoliser les regards à droite, à gauche. Donc c'est sûr qu'il faudra voir comment il va tenir sur toute la semaine Pogačar, parce qu'il n'a jamais connu autant de jours de course en juin, parce qu'en 2020, alors déjà le Dauphiné n'était pas en juin, mais était en août. Ça avait été un Dauphiné raccourci, hein. Je crois qu'on avait eu que 4 jours de course,
ou 5 jours de course, donc ça avait été un Dauphiné un petit peu atypique. Là, il faudra voir comment il arrive à tenir en 2025, mais c'est un coureur qui se connaît bien, Pogačar. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, de surprises de la part du coureur slovène. Deuxième coureur top, Vingegaard. Ça fait du bien de voir un Vingegaard offensif. On a rarement vu un Vingegaard offensif. Je ne sais pas si vous avez vu, même à l'arrivée, que ce soit l'interview d'après-course de Pogačar, ou même, je pense, à la discussion qu'ils ont eue à l'arrivée, je pense qu'il s'en réjouissait, Pogačar. Il s'en réjouissait parce que c'est vrai que Vingegaard, il est plutôt habitué à courir de manière hyper pragmatique. Il compte un peu ses coups de pédale. Sauf que Vingegaard s'est peut-être dit, Pogačar, c'est maintenant que je cours de cette manière-là. Et si je veux le surprendre, il va falloir que je sois plus offensif. Si je veux battre Pogačar, il faut que je change peut-être ma manière de faire. Car Pogačar est devenu très fort. Et si je continue de courir de la même manière, eh bien peut-être que je ne pourrai pas le battre. Et si je veux le battre, il faut peut-être que je cours différemment. Peut-être aussi que la manière de courir de Simon Yates sur le dernier Giro a donné des envies à Jonas Vingegaard en se disant « Ah bah oui, on peut gagner un grand tour en partant un peu à l'abordage lors de l'avant-dernière journée de course et être beaucoup plus offensif. » Alors, faut qu'il garde quand même ce côté-là pragmatique parce que tu peux pas courir un peu à droite à gauche dans tous les sens tous les jours de course. Il faut être aussi raisonnable. Un grand tour, c'est 3 semaines, c'est compliqué de faire ça. Mais l'avantage de courir de cette manière-là sur une course comme le Dauphiné, ça lui permet de savoir où il en est, de tester ses jambes et de voir que ça a l'air d'être plutôt pas mal parce que sur cette première étape, il a vraiment fait une belle première attaque sur un terrain qui n'est pas forcément le sien, ce terrain assez punchy, plutôt pour un coureur à la Michael Matthews. C'est pas vraiment la spécialité de Jonas Vingegaard. Et de le voir qu'il a été fort, qu'il a été costaud. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, le collectif de la Visma, on l'a quand même vu. Jorgensen, Campenart notamment, ont été assez visibles. Et peut-être même un peu plus visibles que le collectif UAE. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai bien aimé la manière dont a couru Jonas Vingegaard. Vous savez, je suis pas le... en fait, je trouve que de temps en temps, il est tellement pragmatique que ça en devient chiant et ça en devient presque drôle. Ça en devient presque comique, notamment lors du Tour 2023 où il y avait des situations où j'avais dit bon, de temps en temps, tu peux quand même mettre un coup de pédale. Tu vas pas te casser un doigt de pied en mettant un coup de pédale en plus. Et là, s'il décide d'être plus offensif, ça va peut-être devenir intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va faire plus de spectacles, plus d'incertitudes, et forcément ça va attirer plus de gens derrière les écrans, et si ça attire plus de gens derrière les écrans, et potentiellement plus de fans de cyclisme dans les années à venir, donc c'est tout bénéfique pour le cyclisme. Je termine avec Van Gils, pas mal Van Gils aujourd'hui, parce qu'il arrive à bien tenir la cadence, il monte en puissance sur cette première partie de saison. Van Gils, il avait démarré piano, bon en même temps il était tombé du côté de l'étoile de Bessèges. Il faisait partie des victimes de la première voiture en sens inverse de la course. Donc c'est vrai que ça n'avait pas forcément aidé à son intégration du côté de la Red Bull Bora. Ça lui a pourri sa première partie de saison parce qu'ensuite il s'est retrouvé un petit peu en retard, à part cette victoire sur le Tour d'Andalousie lors de la première étape où il avait été costaud. Mais là je trouve que ça fait depuis quelques temps où Van Gils commence à obtenir des bons résultats. Alors c'est dommage, c'est que je ne l'ai pas vu sur les épreuves que je suis du côté de coureur de la Red Bull Bora. C'est vrai que Van Gils, il a fait le Tour de Norvège, que j'ai suivi un petit peu de loin, mais c'est vrai qu'il a été fort du côté de EA, notamment quand il remporte sa victoire. Il se fait seulement battre par Matthew Brennan lors de l'étape numéro 2, Matthew Brennan qui a été très costaud. Et c'est vrai qu'il a fait une semaine intéressante sur cette épreuve.
Ce qui l'a peut-être mis en confiance du côté du Dauphiné, puis ça fait peut-être partie des coureurs qui sont pas sûrs d'aller sur le Tour de France. Du côté de la Red Bull Bora, ça fait peut-être partie des coureurs qui doivent aller chercher leur place sur ce Dauphiné, parce que à part le Tour d'Andalousie, c'est vrai que le reste de la saison a été assez calme en termes de résultats et qu'on attend mieux de Maxime Van Gils, qui, je rappelle, a cassé son contrat avec la Lotto pour rejoindre la Red Bull Bora Hans Grohe. Mais là, ça fait depuis quelques temps, voilà, ce Tour de Norvège, cette étape du Dauphiné où il est très offensif, où je trouve qu'on a un Maxime Van Gils très intéressant. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, le premier, Jonathan Milan. C'est sûr qu'on l'attendait aux avant-postes aujourd'hui. C'est l'un des sprinteurs qui passe le mieux les bosses. Oui, mais le problème, c'est quand c'est Pogačar et Vingegaard qui attaquent, et du Van Gils et des très bons punchers comme Van Gils, Pogačar et Buitrago et Evenepoel. Ça devient compliqué. Je pense qu'il a vraiment explosé dans le dernier passage de la montée. Voilà, il a pas réussi du tout à tenir la cadence. C'est dommage pour la Lidl Trek parce qu'on avait fait un gros tempo pendant toute la journée et je pense qu'on avait vraiment l'envie, la motivation d'aller chercher la victoire et de se mettre en confiance sur cette première étape. Surtout que des possibilités pour les sprinteurs, il n'y en a pas 150 sur ce Dauphiné. C'est pas une épreuve pour sprinteurs de toute manière, ça n'a jamais été une épreuve pour les sprinteurs le Dauphiné. Mais c'est vrai que Milan, passant bien les bosses, normalement ça se passe plutôt pas trop mal. Surtout que moi j'étais assez confiant ce matin pour Jonathan Milan, parce que quand je voyais la longueur des difficultés, je me disais ça reste dans sa filière. Jonathan Milan, je rappelle qu'il vient du cyclisme sur piste et de la poursuite individuelle notamment. Ce sont des efforts aux alentours de 4 minutes. Donc sur des montées qui étaient plus courtes que 4 minutes, je me disais, bon ok, il va se mettre à fond peut-être pendant 2 minutes 30, 3 minutes, mais il n'est pas encore dans sa zone rouge, dans sa zone maximum, donc il peut ensuite se refaire la cerise. Ça va peut-être un peu endommager ses capacités pour le sprint, mais bon, comme il n'y aura pas tous les sprinteurs à l'arrivée, et que la liste de départ au niveau des sprinteurs n'est peut-être pas forcément la plus incroyable au monde, eh bien tu te retrouves à avoir un petit peu de marge. Sauf que là, ça a été un petit peu compliqué pour le coureur italien. Alors après, c'est vrai que Jonathan Milan n'avait pas couru depuis quelques temps aussi. Donc forcément, la remise en route peut parfois être un petit peu compliquée. Si en plus on a fait des stages en altitude, parfois le retour, je dirais pas au niveau de la mer, mais à 300-400 mètres d'altitude, ce qui doit être le cas de Montluçon, c'est pas toujours évident. Donc il faut réussir à se remettre dedans, et peut-être que cette première étape, avec ce tempo qui a été très rapide, eh bien Jonathan Milan n'a pas réussi à faire le job, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas réussi à remonter, parce qu'on voit du côté de la Lidl Trek qu'on roulait, mais lui n'a jamais réussi à remonter, et au final finit assez loin, 27e ou 28e derrière Stuyven. Et peut-être que dans ce cas-là, Milan aurait dû dire à son équipe, moi je me sens pas bien, donner les clés à Stuyven, parce que je pense que Stuyven a gardé son rôle de poisson pilote, alors que peut-être que le Belge aurait pu faire différemment. Deuxième monnaie d'âne du jour, la Ineos. Enfin, surtout Axel Laurens, en fait. Je sais pas si c'était une stratégie de la Ineos d'envoyer au casse-pipe Axel Laurens, faire une accélération de ce type-là et se faire péter le caisson, ou soit c'est lui qui a pris l'initiative et qui a complètement explosé. Mais bon, quel était l'intérêt de cette accélération? Parce que il y a deux équipes où j'ai pas vraiment compris. Et Ineos, là aujourd'hui, va falloir m'expliquer. Axel Laurens, pourquoi on ne le garde pas pour la fin? Normalement, Axel Laurens, on doit le garder pour le sprint. Parce que potentiellement, on n'aura pas tout le monde sur ce sprint. Alors certes, il peut être battu par Milan, mais ça fait quand même un top 5. Potentiellement pour Axel Laurens à l'arrivée. Et puis tu peux peut-être accélérer le rythme quand même pour faire que Milan soit en difficulté. Ça n'empêchait pas de faire ça. Or, il a décidé d'accélérer
Encore une fois, est-ce que ça a été un choix de sa part ou un choix de son équipe? Si c'était un choix de sa part, c'est stupide parce que il s'est fait complètement péter le caisson. En plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça depuis le début de saison. C'est-à-dire de faire des grosses attaques comme ça et d'exploser 200 mètres après. Il l'a déjà fait en Espagne, Axel Laurence. Donc c'est pas la première fois qu'il se retrouve à faire ça. Et si c'était une idée d'Ineos, d'accord. On a qui de meilleur qu'Axel Laurence au sprint du côté de la Ineos? Parce que Samuel Johansson, il fait 16. Donc c'est pas un résultat exceptionnel du côté de Samuel Watson, qui a remporté l'étape de Cassel du côté des 4 jours de Dunkerque. Donc soit on décidait que c'était Samuel Watson le leader, mais dans ce cas-là, bon, c'est un train et Axel Laurence faisait poisson pilote pour Samuel Watson, ce qui aurait été, je pense, bien plus intéressant. Soit le leader au sprint, c'était Axel Laurence, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas le faire attaquer. Dans un cas comme dans l'autre, en termes de stratégie, c'est assez incompréhensible de la part de cette formation. Donc c'est bien le panache, mais des fois la frontière est fine entre panache et stupidité, comme je le dis assez souvent. Et là, pour moi, du côté de la Ineos Grenadiers, on a franchi le cap de la stupidité. Et si vraiment quelqu'un peut m'expliquer quelle était leur stratégie du côté de cette formation, eh bien, j'aimerais bien avoir l'idée derrière, parce que là, j'ai pas vraiment compris quel était l'objectif de cette formation. Et puis je termine avec l'AEF. Là aussi, on roule très fort à 40 bornes de l'arrivée, on fait un gros tempo. Je me suis dit pour qui? En plus pour le général. Donc après, je me suis dit, bon, ok, on tente Neurecar, sauf que Neurecar, il a pris des points sur la journée. Donc c'est-à-dire qu'il a été offensif, il a été à l'attaque. Et ensuite, j'essayais de regarder un petit peu leur liste de départ et je me disais, alors dans ce cas-là, on roule pour qui? Parce que si on roule pour Chavez, pour le classement général de Chavez, je me dis c'est culotté. Parce que Chavez, ça fait quand même depuis quelques temps qu'il n'a pas joué un classement général sur une épreuve. Encore plus quand il y a un contre-la-montre. Parce que Chavez et contre-la-montre, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Mais encore plus depuis quelques temps. Donc je suis assez surpris de la manière là aussi d'Akako l'AEF, parce que je me dis, bon ok, tenter une attaque avec Benelli, pourquoi pas, mais pourquoi faire un aussi gros tempo? Pourquoi sacrifier aussi potentiellement Alex Baudin, parce qu'on lui fait perdre 17 secondes aujourd'hui, Alex Baudin, on l'a fait beaucoup rouler dans les derniers kilomètres, c'est lui qui fait le tempo dans les 5 derniers kilomètres. Là aussi j'ai pas compris, pour moi il y avait d'autres coureurs qui pouvait faire ce travail-là, et en plus, qui était le leader du côté du sprint. Pour moi, c'est plutôt Nerukar, le jeune britannique, mais Nerukar avec Hugo Page, avec des Bastien Trochon, je suis pas sûr qu'il soit pas un petit ton en dessous de ces coureurs-là. Et c'est vrai que je me disais, ok, on roule pour Nerukar, mais au sprint, est-ce qu'il risque pas d'être battu? Bon, on n'a pas pu le voir, parce qu'un peu comme Jonathan Milan, il n'a pas déclenché son sprint avec sa 32e place. Le meilleur classement de l'équipe aujourd'hui, c'est Michael Valgren. Mais assez surprenant, voilà, la stratégie là aussi de l'AEF Education Easy Post. J'ai pas vraiment compris pourquoi on a roulé aussi fort sur la fin, pourquoi voilà, on tente une accélération avec Benelli, ok, mais je trouve qu'on l'a fait un peu loin de l'arrivée. On aurait peut-être pu tenter quelque chose de différent, et puis on l'a fait, mais on augmente le tempo que dans la bosse, donc c'est-à-dire sur une distance assez courte quand même. Est-ce que c'était pour Chavez? Je comprends pas pourquoi on a fait perdre du temps à Alex Baudin. Voilà, un peu d'incompréhension aujourd'hui pour moi du côté de la formation EF Education Easy Post. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On termine cette vidéo avec les derniers classements. La victoire donc de Tadej Pogacar qui s'impose devant Jonas Vingegaard et Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel 4 devant Jack Stewart. Un tir groupé des Français, Gopage 6, Tronchon 7, Venturini 8, Benjamin Thomas 9, Penouet 10,
Et Emilien Janière, 11e devant Laurens Pitty et Fradheim. Voilà, dans ce classement, on notera parmi les coureurs qui ont perdu du temps, Louise Mentis, qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Narvaez également n'était pas dans le premier peloton, comme Ruben Guerreiro, également le Portugais, qui n'a pas forcément fait un bon résultat du côté de cette journée. Walter également finit assez loin. Et puis on notera également l'abandon d'Hugo Toumir. Chute lors du ravitaillement et qui n'a pas fini cette étape. Il était pourtant reparti sur son vélo, mais il a abandonné. Toujours triste et frustrant, surtout à un mois du Tour de France. C'est pas forcément l'idéal d'abandonner et de rater le Dauphiné si on veut avoir une place sur le Tour de France. Du côté du classement général, c'est donc Pogačar qui a 4 secondes d'avance sur Vingegaard, Van der Poel à 6 secondes. Politt à 9 secondes, pourquoi? Parce qu'il a pris 1 seconde de bonification lors du dernier sprint intermédiaire. Remco Evenepoel est 5 devant Jake Stewart. Du côté de ce classement, maillot de sprint, Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel, Stewart. Pas de changement. Le classement de la montagne, lui, c'est Paul Ourselin qui a marqué 4 petits points devant Pierre Thierry et Nurocard. Au final, Fred White n'a pas marqué de points. Le maillot blanc, lui, est emmené par Remco Evenepoel devant Hugo Page, Tronchon, Penwet, Pitty. Max Poole est 10e dans ce classement du côté de la pique-nique post-Tenel. On retrouve également un Magnus Sheffield, 14e. Et Mathis Rondel, 16e, le jeune français de la Tudor. Et puis le classement par équipe, la Visma devant, la Decathlon, la Total Energy, la Bahreïn et la Groupama. Du côté de cette étape, on regarde tout de suite le programme de demain. Demain, on parle de Premia pour aller à Issoire, une étape légèrement vallonnée, un peu comme aujourd'hui du côté de Montluçon, avec des côtes de 4e, 3e catégorie et une côte de 2e catégorie, qui sera la côte du château de Buron, 3 km 2 à 6,9 de moyenne, qui sera à une cinquantaine de kilomètres, 50-60 km de l'arrivée. Il faudra faire attention à la côte de Nonette, 1 km 8 à 5,9 de moyenne, au kilomètre 186,5, c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée. Et surtout cette petite montée à Chauffour, 810 mètres à 4,3%, c'est extrêmement précis, et qui sera à 5 km de l'arrivée, donc qui pourrait peut-être permettre à des coureurs d'attaquer ou de désorganiser le peloton et les sprinteurs du côté de cette étape. Je vous précise également, d'ores et déjà, comme ça vous le saurez, que mardi je ne ferai pas de vidéo, il n'y aura pas de débrief parce que je ne suis pas chez moi tout simplement mardi, donc voilà, on fera un débrief mercredi du contre-la-montre, mais mardi il n'y aura pas de débrief de l'étape du jour. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!